TV, la télé interactive. Nouvelle semaine sur la Terre et nouvelles audiences du tribunal de l'actualité. Dans ce prétoire où les faits sont sacrés, les commentaires libres. Sur la table des juges aujourd'hui, la cybersécurité et les questions que pose au quotidien l'usage des réseaux sociaux. Pour en parler, le tribunal de l'actualité a convoqué à cette audience Younoussa Sanfo, expert en investigation numérique et en cybersécurité. Bonjour, merci d'honorer notre convocation. Bonjour Monsieur le Président. Younoussa Sanfo, qui travaille du reste avec plusieurs organisations internationales, vient de publier aux éditions Mercury 2 ouvrages. Téléphone portable, qui es-tu? Et la cybersécurité pour les enfants et pour leurs parents. En vue notamment de mettre le doigt sur la transformation qu'apporte le numérique dans nos habitudes en société. Avec moi pour cette audience du lundi, juge Younoussa Ouedraogo. Bonjour. Bonjour Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel que soit le quartier de notre village planétaire d'où vous nous suivez, sur la télé interactive True TV et en simultané sur la radio 100% urbaine Watt FM. Bienvenue à ceux qui nous suivent également sur nos plateformes numériques. C'est la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui démarre avec la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. Séquence avant-propos des juges et on vous écoute, juge Younoussa Ouedraogo. Merci Président. Je voudrais souhaiter une bonne semaine à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs, à toutes nos auditrices et à toutes nos téléspectatrices. Dire que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par arriver. Pour tous ceux qui ne sont pas en bonne santé, pour tous ceux qui traversent des difficultés quelconques, mettons le cap sur l'espoir. Tôt ou tard, on va finir par voir devant nous la positivité. Donc soyons déterminants, soyons courageux, soyons audacieux. Les difficultés vont finir par passer. Je voudrais également saluer l'initiative qui a eu lieu au cours de la semaine dernière entre le Mali, la Guinée et le Burkina, qui ont décidé en tout cas de se mettre ensemble par rapport donc à la situation que ces 3 pays traversent. Ce sont des pays en transition. Qui dit transition aussi dit un certain nombre de difficultés au niveau politique, au niveau institutionnel. On espère en tout cas que cette rencontre-là va accoucher de bonnes choses pour le bien-être donc des peuples de ces 3 pays-là. C'est vrai que beaucoup ont critiqué la démarche parce qu'on était habitué à voir beaucoup plus des experts travailler en amont, s'entendre sur un certain nombre de choses avant donc au sommet les acteurs au haut niveau se rencontrent. Mais cette fois-ci, on a assisté plus ou moins à l'inverse, mais dans tous les cas, nous espérons que cette rencontre-là va faire en sorte que ces 3 pays puissent unir leurs forces, non seulement pour lutter contre le terrorisme, mais pour apporter aussi le développement tant souhaité pour nos populations. Donc courage à tous ceux qui ont été à l'initiative et vivement que ça aboutisse à des choses positives pour nos pays. Courage à tous et bonne semaine. Surtout, rappelons-nous, c'est le propos du gentleman de Vicky Gégé qui dit: mais un jour, nous serons assez forts pour contrer le vent qui court, qui souffle. Le soleil luira enfin pour nous. Nous aurons la liberté. La liberté d'aller et de venir, la liberté de nous lever et de sourire, la liberté de régler nos problèmes ensemble dans le vivre ensemble et dans la solidarité. Première articulation de cette audience du tribunal de l'actualité, la séquence avant-propos, précède ou cède juste maintenant la place à la fenêtre des généralités avec notre convoqué du jour, c'est Younoussa Sanfo. Il est expert en investigation numérique et en cybersécurité. Question de généralité, et c'est à vous, juge Younoussa Ouedraogo. Merci Président. Il serait bien que notre invité nous dise déjà c'est quoi la cybercriminalité.
La cybersécurité, pardon. Merci, monsieur le juge. La cybersécurité, c'est toutes les dispositions qu'on prend pour protéger des systèmes d'information, les serveurs, mais aussi les utilisateurs, les connexions Internet, le téléphone. Donc, toutes les mesures prises préalablement pour protéger ces systèmes-là sont du domaine de la cybersécurité. La cybercriminalité, ce sont toutes les infractions commises contre la technologie ou alors avec l'aide de la technologie. On peut dire que la cybersécurité et la cybercriminalité sont les deux faces d'une même pièce. Exactement, ce sont les deux faces d'une même pièce, c'est très bien dit. Et en quoi est-ce que, en tant que citoyen, on peut contribuer à cette cybersécurité? Le citoyen peut effectivement contribuer pour la cybersécurité en étant responsable dans l'utilisation de la technologie. Il n'y a pas longtemps, des jeunes étudiants, des jeunes burkinabés se sont retrouvés devant la justice suite à une mauvaise utilisation de leur téléphone et de leur connexion Internet à travers une application. C'est une application qui s'appelle Prémise et qui dit à ses utilisateurs qu'ils peuvent contribuer pour apporter la vérité, pour apporter la lumière auprès de leur communauté en donnant des informations à cette société-là qui s'appelle Prémise. Et ça consiste en quoi? Eh bien, on vous incite, par exemple, à photographier et à donner la géolocalisation de certains endroits stratégiques. Par exemple, les camps militaires, les commissariats, les brigades de gendarmerie. Ce sont des endroits très sensibles pour un pays et cette application paye des jeunes pour qu'ils photographient ces endroits et leur donnent la localisation. Ce qui leur est vendu à ces jeunes-là, c'est que non seulement vous allez gagner de l'argent, et ça, les gens en sont sensibles, mais aussi vous participez à la vérité dans votre communauté. C'est très flou comme concept, mais je pense que ce qui fait que ces jeunes font le pas, c'est l'aspect pécuniaire. Donc, le citoyen peut contribuer à la cybersécurité, par exemple, en étant vigilant et en refusant ce genre de propositions, parce que je pense que quelqu'un qui a plus de 17 ans doit savoir qu'un commissariat ou un camp militaire est une zone sensible qu'il ne faut pas photographier et envoyer à travers une application à une société qui réside on ne sait où. C'est vrai que ça s'est passé du côté de Koudougou. Exact. Et je voudrais aussi que vous puissiez nous dire, ça fait presque 8 ans que nous sommes dans cette situation de guerre, d'insécurité, de terrorisme. Est-ce que les experts en sécurité, en cybersécurité comme vous, aviez été approchés et quelle a été votre contribution jusque-là dans cette lutte-là? Il se pourrait que d'autres experts aient été approchés, mais personnellement, je n'ai pas été approché. Mais ça m'étonnerait que des gens qui savent comment fonctionne la technologie n'aient pas été associés, parce que même le terroriste a un téléphone. Donc, je suppose que parmi les forces de l'ordre, il y a des gens qui s'y connaissent et qui aident les autres à trouver soit des informations, à empêcher des choses ou même à faire des recherches et à trouver des individus qui normalement doivent se cacher. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché quand on sait que des pays autour de nous vous consultent, sollicitent votre expertise et chez vous, vous n'êtes pas sollicité depuis tout ce temps-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas à quoi qu'il faut poser la question. C'est vrai que tous les mois, je vais dans
dans un autre pays où je suis chargé par les Nations Unies de créer des structures spécialisées, des brigades spécialisées, des unités spéciales pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le grand banditisme, la sécurité. Et je commence à être quand même assez connu pour cela. Et donc je fais des formations dans le but de créer des unités spécialisées dans les autres pays. Est-ce que vous aussi, vous avez approché nos autorités pour offrir votre expertise? Non. Est-ce que vous voulez dire, M. Sanfo, qu'on n'est pas prophète chez soi? Je n'aime pas cette expression parce que c'est parfois une excuse pour ne pas travailler avec des compétences locales ou des compétences juste à côté de nous, quoi. C'est une excuse et en général ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Alors ça cache quelque chose. Vous avez bien donné l'exemple tout à l'heure de ces étudiants qui vont photographier des sites sensibles. On se serait demandé comment ils se sont laissés emporter, même au-delà de l'aspect pécunier, comment ils se sont laissés emporter dans cette aventure-là pour photographier ce genre de site et envoyer à une application. En tout cas, nous l'avons dit, Younoussa Sanfo travaille avec plusieurs organisations internationales. Il vient de publier aux éditions Mercury 2 ouvrages, Téléphone portable, qui es-tu, et la cybersécurité pour les enfants et pour leurs parents. Ce sont des ouvrages qui ont été dédicacés il n'y a pas longtemps et qui visent justement à éclairer les uns et les autres sur l'usage qu'il faut faire du téléphone portable et des réseaux sociaux. Et c'est au cœur de notre audience, ces deux ouvrages sont au cœur de notre audience du jour, évidemment avec les problèmes liés à la cybersécurité. Nous rentrons donc de plein pied dans cette audience. Pourquoi publier ces ouvrages maintenant ? Pourquoi publier ces ouvrages maintenant? Certains me reprochent d'avoir mis beaucoup de temps avant de les publier. C'est vrai, ils ont raison. Mais nous faisons de la sensibilisation depuis plusieurs années. Les premières sensibilisations que nous avons faites au Burkina Faso, c'est en 2003. C'est quand même 20 ans. Donc depuis 20 ans, nous faisons de la sensibilisation auprès des décideurs, auprès des institutions, auprès de tous ceux qui ont des données sensibles qu'ils doivent protéger, mais aussi dans des écoles ou dans des universités ou alors auprès d'associations. Nous avons toujours fait de la sensibilisation. Sensibiliser pour expliquer que le téléphone, c'est un outil fabuleux. Avec le téléphone, on communique très facilement, très rapidement, très efficacement. Il existe des personnes qui, aujourd'hui, utilisent leur téléphone. En fait, leur entreprise, c'est leur téléphone. Ils vendent à travers leur téléphone, ils communiquent à travers leur téléphone leurs produits et avec l'aide des réseaux sociaux, ça fonctionne très bien, cette utilisation du téléphone. Mais le téléphone peut être mal utilisé, comme on vient d'en parler avec le cas de ces étudiants. Donc, cette sensibilisation-là est nécessaire pour permettre à nos jeunes d'utiliser le téléphone pour son côté très très pratique et qui peut être professionnel et voilà, au détriment de l'usage qui peut même parfois, dans certains cas, vous conduire devant le juge. L'usage qui peut vous conduire devant le juge, et il faut le savoir, c'est pour cela qu'il faut faire attention à ces clics, il faut faire attention au téléphone, il faut faire attention à l'usage qu'on fait des réseaux sociaux, n'est-ce pas, juge Younoussa Raoult? Tout à fait. Aujourd'hui, le téléphone portable est rentré dans nos habitudes, mais évidemment, on ne le connaît pas assez. Et on ne sait que l'utiliser, mais on ne sait pas derrière tout ce qu'il y a comme conséquences, au-delà de ce que ça entraîne aussi bien comme conflit au niveau social, comme divorce, etc., etc. Je voudrais que notre invité nous parle du téléphone portable et la santé pour commencer. Ok. Oui, le téléphone portable et la santé. Je me suis documenté auprès des professionnels. L'un des deux livres a été préfacé par le professeur Napon,
le professeur Christian Napon, qui n'est pas à présenter, qui est un expert dans le domaine de la neurologie, et je crois qu'il a même d'autres casquettes dans le domaine de la santé. Donc, en gros, je pourrais dire qu'il a validé ce qui a été dit dans le livre. Le téléphone aggrave certaines maladies. Par exemple, pour les enfants, il y a des enfants qui ont une myopie légère qui peut passer après le port de verres correcteurs, de lunettes qui corrigent la vue. Mais avec l'usage, une utilisation prolongée, une utilisation inadaptée du téléphone, eh bien, il a été constaté que certains enfants voient cette myopie-là aggravée par l'utilisation du téléphone. Il y a des gens qui se plaignent de maux de dos et les médecins finissent par se rendre compte que ce sont des gens qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone. En dehors des maux de tête et de la myopie, il y a des maladies que je dirais plus graves. Par exemple, la maladie du téléphone par excellence, c'est la nomophobie. Ce n'est pas un mot qui est très connu, mais la nomophobie, c'est le fait d'être stressé lorsqu'on sent que sa batterie commence à baisser et qu'on n'a pas de possibilité de charger. Il y a des gens qui sont hyper stressés, ou alors quand ils perdent leur téléphone, ou alors quand ils n'ont plus de réseau pour se connecter, ou quand ils n'ont plus de crédit pour communiquer. Eh bien, il y a des gens qui sont très stressés pour ça. Il y a la maladie de la dépendance, la maladie du clic, la maladie des likes. Il y a des gens qui se réveillent à 3 heures du matin pour savoir s'ils ont de nouveaux followers, s'ils ont, après une publication, s'ils ont plus de clics. Et tout ça a été considéré comme une maladie liée au téléphone qui s'appelle la nomophobie et qui peut être soignée en changeant ses habitudes. En changeant ses habitudes, ce qui n'est pas souvent simple. Quels sont justement, là on parle de votre ouvrage intitulé « Téléphone, qui es-tu » Qui est ce téléphone-là justement qui nous crée tant de misère et quelles sont les mauvaises utilisations qu'il ne faut pas faire du téléphone? Bonne question, Monsieur le Président. Qui est ce téléphone qui, il y a 20 ans, n'était pas connu, ne faisait pas partie de nos vies, et qu'aujourd'hui est devenu subitement indispensable. Lors de mes conférences, je demande aux gens s'ils accepteraient de l'argent pour ne pas utiliser leur téléphone. Je commence par 2 heures, 4 heures, 8 heures, une journée, mais à partir d'une journée, il n'y a plus personne qui accepterait de prendre de l'argent pour ne pas utiliser son téléphone. Le téléphone est devenu tellement indispensable que parfois, certaines personnes, quand elles se réveillent le matin, la première des choses, c'est de toucher à son téléphone. Je pose la question aux gens, lorsque vous vous réveillez le matin, combien de temps faites-vous? Que faites-vous avant de toucher à votre téléphone? Est-ce que vous faites votre prière? Est-ce que vous prenez votre douche? Est-ce que vous faites des choses avant de toucher le téléphone? La plupart des gens me disent, avant même que je n'ouvre les yeux, je balade ma main pour chercher mon téléphone, avant même de me réveiller totalement. Et donc la première des choses que je fais le matin, c'est de regarder mon téléphone. Pourquoi? Pourquoi cet objet est devenu comme une partie de notre corps qu'on ne peut pas laisser à la maison, par exemple, qu'on ne peut même pas déposer. Aujourd'hui, on voit des gens qui s'appellent, qui se donnent rendez-vous pour se rencontrer, parce qu'ils ont envie de se voir. Et lorsqu'ils se rencontrent, chacun est sur son téléphone. Donc, nous avons des utilisations du téléphone que nous pouvons corriger. Par exemple, s'autodiscipliner soi-même en disant, entre le téléphone et moi, c'est moi le patron. Le plus important. Voilà, c'est pas le téléphone qui est le maître de ma vie. Je ne dois pas laisser le téléphone prendre autant de place dans ma vie. Donc, je décide que dans la journée, à un certain moment, entre 13h et 14h par exemple, j'éteins mon téléphone. Voilà, je montre que c'est moi le maître. Et je m'autodiscipline pour que le téléphone ne prenne pas trop le pas sur ma vie. Il y a des gens, même dans les églises, dans les mosquées, dans tout endroit de culte, eh bien, le téléphone sonne. Lorsque les gens sont en rendez-vous avec le médecin, et certaines personnes, même s'ils se retrouvent devant le pape, ils se croient obligés de décrocher leur téléphone lorsqu'ils reçoivent un appel. Le téléphone ne doit pas prendre autant de place dans nos vies. Oui, le téléphone ne doit pas prendre
autant de place dans nos vies, il y a encore une rééducation à faire à ce niveau-là, n'est-ce pas, Juge Moussa? Absolument. Il y a nécessité de recadrer, comme on le dit, les uns et les autres par rapport à l'utilisation de ce téléphone-là, qui a pris, vous l'avez dit, un niveau extraordinaire dans nos vies. Mais revenons sur les enfants. Autant les parents sont accrochés à leur téléphone, autant les enfants aussi veulent s'accrocher à cet outil-là. Certains disent que bon, c'est toujours bien de les laisser regarder le téléphone parce que ça les éveille, etc., etc. Il y a ceux aussi qui disent que bon, il faut faire très attention, il ne faut même pas les laisser toucher le téléphone. Quelle doit être la bonne attitude d'un parent qui a son téléphone et que l'enfant veut arracher pour soit faire des jeux ou en tout cas regarder des images? Bon, déjà l'interdiction, je ne pense pas que ce soit assez efficace. Quand on interdit quelque chose, surtout les enfants, ils cherchent le moyen de contourner cette interdiction. Donc ce que je suggère aux parents, s'ils peuvent attendre 14 ans avant de donner un téléphone à leur enfant, je pense que ça sera une bonne décision. Mais la réalité, c'est que nous constatons qu'il y a des enfants à 7 ans qui ont un téléphone, qui vont même à l'école avec ce téléphone à 7 ans et qui ne peuvent pas s'empêcher de même l'utiliser lorsqu'ils sont en classe. Ça, je pense que les parents peuvent faire quelque chose là-dessus. En général, les parents nous disent, ce sont les jeunes parents en général, qui eux-mêmes ont connu très tôt le téléphone. Ils disent, mais attendez, vous me dites qu'il ne faut pas que mon enfant ait un téléphone, mais comment je fais pour le joindre? Comment il fait pour me joindre? Bon, ça c'est vraiment les parents 2.0 parce que nous, à notre époque, on n'avait pas de téléphone, on n'allait pas mort. Et on avait des moyens quand même de contacter l'enfant. Et puis, lorsque l'enfant est à l'école, ne pas le contacter pendant son temps de cours. Bon, finalement, ce n'est pas un crime et ça permet aussi à l'enfant d'avoir des moments sans le parent et de comprendre que la vie c'est ça. À un moment donné, on ne sera plus avec les parents. Mais nous, les jeunes surtout, les jeunes parents, ne voient pas ça de cette manière. Donc, on leur suggère d'attendre un peu avant de donner le téléphone. S'ils ne peuvent pas le faire et s'ils donnent le téléphone malgré tout à l'enfant de 7 ans, alors qu'ils installent un logiciel de contrôle parental. C'est très efficace pour réglementer l'utilisation d'un téléphone par le parent. C'est-à-dire qu'une partie du logiciel est sur le téléphone de l'enfant, une autre partie est sur le téléphone du parent. Le parent sait tout ce que l'enfant fait avec le téléphone et puis il y a un paramétrage qui va automatiser les promenades de l'enfant sur Internet. Par exemple, l'enfant ne pourra plus jamais aller sur un site porno. Il ne pourra plus aller sur un site violent. Il ne pourra plus aller sur les sites qui ne sont pas adaptés aux enfants. Ça, c'est le premier paramétrage. Mais le parent peut dire, mon enfant, à 19h, il doit aller au lit. Même s'il a son téléphone, il ne pourra pas l'utiliser parce que le parent aura dit à partir de 19h jusqu'à 7h du matin, jusqu'à l'heure que le parent aura décidé, l'enfant ne peut pas utiliser le téléphone. Le contrôle parental, c'est très efficace et ça fonctionne sur tout type de téléphone, bon les smartphones, sur les Android et les iOS et les autres téléphones, ça fonctionne et ça peut permettre aux parents quand même de réguler un peu l'utilisation du téléphone. Parce que si vous donnez un téléphone à un enfant et vous ne guidez pas cet enfant et que vous ne régulez rien, il faut être persuadé que l'enfant va faire plus de bêtises avec son téléphone qu'une utilisation beaucoup plus sereine parce que de toute façon c'est un enfant, il n'a pas conscience du danger et il n'a pas conscience de certaines choses et il y a toujours le bon camarade à côté qui va lui dire « Ah mais est-ce que tu sais qu'on peut faire ci ou ça avec son téléphone ?» Et 9 fois sur 10 ce sont des bêtises. Donc il faut aider l'enfant. Justement vous parlez du contrôle parental, mais très peu de parents utilise ce contrôle-là. Et vous venez de dire également qu'il peut se rabattre sur un ami qui lui dira, mais est-ce que tu sais que, Exact. Cela veut aussi dire qu'il peut user du téléphone de cet ami-là, qui n'a pas de contrôle sur son téléphone, exact. Et justement accéder à ces sites-là qui lui sont interdits. C'est ça. Non, et puis vous pouvez avoir confiance aux enfants, parce que mine de rien, les enfants maîtrisent plus les outils technologiques que les parents.
Hein, et il ne faut pas que les parents s'offusquent de m'entendre dire ça, mais c'est une réalité que les enfants qui n'ont pas de barrière, et ils touchent à tout. Le parent, il a peur de casser son téléphone. Le parent, il a peur de déparamétrer son téléphone pour que ça ne fonctionne plus. L'enfant ne se pose pas ces questions. Donc lui, très rapidement, il va aller très loin. Même le contrôle parental que je suggère de mettre, il faut être sûr que certains enfants vont le désactiver. Voilà, donc il faut être assez vigilant, parce que s'il le désactive, vous pouvez le réactiver, heureusement, mais les enfants ont beaucoup plus de compétences pour utiliser les outils technologiques que leurs parents, mais ce n'est pas une raison pour que le parent ne fasse pas grand-chose, parce que de toute façon, c'est votre enfant et c'est de votre devoir de suivre ce qu'il fait pour qu'il ne rentre pas en brousse, comme on le dit chez nous. Ok. Mais à défaut donc d'acheter le téléphone pour l'enfant, il y a que certains parents déposent comme ça le téléphone dès qu'ils viennent du travail et les enfants à cette occasion-là l'utilisent. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut leur permettre pendant 30 minutes, 1 heure de fouiller le téléphone, ou pas du tout de téléphone même avant 14 ans comme vous l'avez dit? Bon, pas de téléphone avant 14 ans, c'est très difficile, parce que ça peut être une source de conflit avec les enfants qui disent mon ami, il a le même âge que moi, il a un téléphone, pourquoi moi j'ai pas droit? Le parent va être confronté à tout ça. Donc si le parent accepte que l'enfant touche à son téléphone, il doit créer un profil pour l'enfant. Ne laissez pas l'enfant prendre votre téléphone et utiliser votre propre profil pour se balader sur votre téléphone. Il va tomber sur des choses qu'il ne doit pas voir. Sur les téléphones des adultes, il y a parfois plein de choses, des vidéos ou des photos que l'enfant n'a pas à voir. Pour éviter tout ça, vous lui créez, sur un téléphone, vous pouvez créer un compte pour quelqu'un d'autre. Ce qui fait que quand l'enfant dit je veux le téléphone, ben vous switchez, enfin vous basculez sur son compte, vous lui remettez. Vous pouvez même faire en sorte que ce soit pour une utilisation d'enfant. Vous pouvez dire que cet utilisateur-là, c'est un enfant. Et là, c'est comme si vous avez déjà installé un contrôle parental, il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. En fait, sur les téléphones, ce qui intéresse les enfants qui prennent le téléphone de leurs parents, ce sont les jeux. Ils veulent des jeux. D'ailleurs, quand le parent donne son téléphone et qu'il n'y a pas de jeu, très rapidement, l'enfant, ça ne l'intéresse plus. Il vous remet le téléphone parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Donc, si vous voulez, vous installez des jeux sous le profil de l'enfant, et quand il prend le téléphone, il ira là. Et comme ça, vous contrôlez en même temps, parce qu'il y a des jeux qui sont très violents. Il y a des jeux que les enfants aiment bien d'ailleurs, où on a une hache et on coupe des membres de certaines personnes. Bon, ça c'est trop violent pour un enfant. Donc le parent peut effectivement réguler en créant un deuxième profil sur son propre téléphone. Ça c'est celui qui ne peut pas attendre à 14 ans. Alors vous dites, nous ça sans faux que nous recevons ce matin donc au tribunal de l'actualité. Vous dites que l'humain ne doit pas se laisser guider par la technologie, c'est à elle de s'adapter aux besoins de l'humain. On se rappelle ces propos de Albert Einstein qui dit qu'il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Comment on fait le lien entre ces deux dans cette technologie qui a dépassé notre humanité et cette bonne dose d'humain qu'on doit continuer de mettre quand même dans l'utilisation non seulement du téléphone portable mais des réseaux sociaux? Effectivement, pour que la technologie ne dépasse notre humanité, il est de la responsabilité des utilisateurs. Parce que les vendeurs, eux, ils veulent vendre. Ils veulent vendre du téléphone. Ceux qui font des applications sur Internet, sur les réseaux sociaux, veulent avoir beaucoup de clics parce qu'ils vivent en partie de ça. Donc c'est de notre responsabilité à tous de faire en sorte que le téléphone ne prenne pas le pouvoir sur l'homme. Pas seulement le téléphone, la technologie en général ne prenne pas le pouvoir sur l'homme. Aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet de faire plein de choses. Il faut que l'intelligence artificielle soit au service de l'homme. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle asservisse l'homme. Il faut qu'il soit à notre service et c'est à nous d'en être les acteurs principaux et d'éviter que ces systèmes-là prennent trop de place dans nos vies et peut-être même un jour prennent le contrôle de nos vies. Vous savez qu'aujourd'hui... Si ce n'est pas déjà le cas... Mais si ce n'est pas déjà le cas, effectivement. Mais je pense que ce n'est pas encore vraiment le cas. Ça pourrait être
ça pourrait être encore pire si, avec l'intelligence artificielle et les robots, l'homme très rapidement ne redevient pas très sage. Eh bien, aujourd'hui, avec les analyses profondes, les réseaux neuronaux, les réseaux de neurones, qui permettent justement à la machine d'être plus intelligent que l'homme, plus rapide que l'homme, effectivement, si on y prend garde, si on n'utilise pas avec responsabilité ces outils-là, eh bien, effectivement, un jour, la machine pourra prendre le contrôle sur l'homme, et c'est ce qu'il ne faut surtout pas que ça arrive. Alors, avant de laisser la parole au juge Moussa, ce que vous dites, par exemple, un exemple pratique, il y a des exercices de sécurisation que l'on demande souvent aux humains, mais ce sont des robots qui vous demandent ces exercices-là. On vous demande de faire des figures ou des choses comme ça pour montrer que vous êtes vraiment vous. Mais ce sont des robots qui nous font faire ces captcha ou comment on les appelle. Ouais. Alors, ça veut dire que le robot prend le dessus un peu sur l'homme? Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas. Heureusement, dans nos pays, pour l'instant, le robot n'existe presque pas. Mais je suis allé dans un pays, dans un restaurant, je n'ai pas vu un humain. Bon, je ne suis pas resté. C'est le robot qui sert le café. C'est le robot qui fait tout. Jusqu'à votre paiement, c'est le robot qui fait tout. Vous ne voyez pas d'humain. Voilà, je ne peux pas rester dans un restaurant de ce type. Pourtant, le restaurant était bondé, il y avait plein de personnes qui n'avaient aucun problème. Les Japonais et les Chinois, ils n'ont aucun problème à aller dans un endroit, dans un supermarché où il n'y a personne, où ils arrivent à faire leurs courses, choisir ce qu'ils veulent, payer et tout ça. Nous, on n'en est pas là et j'espère qu'on n'ira pas jusque-là. Il faut quand même que l'homme reste au centre des choses. Mais vous avez raison quand vous dites, est-ce que ce n'est pas tard? Parce que notre téléphone que nous utilisons, mais il se passe plein de choses sur notre téléphone dont on n'a peut-être pas conscience. Par exemple, si vous avez un compte Google, un compte Microsoft, un compte Hotmail et tout ça, il se passe plein de choses qui peuvent passer inaperçues. Mais ils sont très intrusifs. Vous pouvez faire un test. Par exemple, vous envoyez un email à vos amis en disant « Oui, ma voiture, elle est trop vieille, j'aimerais bien la changer. Est-ce que vous pouvez me conseiller sur une bonne voiture pour l'Afrique et tout ça ?» C'est à vos amis que vous envoyez un email. Eh bien, constatez à droite, là où les pubs s'affichent, vous allez voir Audi, Mercedes, Toyota, tous ces constructeurs-là vont vous envoyer de la publicité. La question que vous devez vous poser, c'est que vous avez envoyé un email à vos amis. C'est votre vie privée. Mais comment Toyota, Mercedes et tout savent que vous l'achetez? Voilà. Une fois que vous vous êtes posé cette question, mais vous avez tout de suite la réponse. Combien avez-vous payé pour utiliser Google? Vous ne payez rien. Quand vous allez sur Facebook, combien Facebook vous facture? 0 francs. Comment eux, ils vivent? Voilà. C'est ce modèle économique qui fait que votre usage du téléphone, ce que vous faites sur Internet, permet de faire de la segmentation. Ça permet aux vendeurs d'aller droit au but. Ça permet à tous les vendeurs de vous proposer ce que vous voulez, parce que sur votre téléphone et dans votre boîte email, on sait tout ce que vous dites à longueur de journée. On sait par exemple que vous avez l'habitude de vous habiller en blanc parce qu'il y a les photos, il y a les vidéos. On sait par exemple que vous portez tel type de chaussures. On sait que mon homo Younoussa porte des lunettes. Et bien voilà. Donc, tout se sait sur vous, ça permet aux vendeurs d'aller droit au but, et c'est le nouveau modèle économique qui fait justement que notre vie privée est monnayable. Et c'est à nous de faire attention justement à ne pas tout mettre
sur notre téléphone et dans nos boîtes email. Il faut qu'on fasse attention à nos clics, à nos téléphones, aux réseaux sociaux. Younoussa Sanfo, expert en investigation numérique et en cybersécurité, il est notre invité de ce jour à l'audience du tribunal de l'actualité. Monsieur Sanfo, vous ressortez dans votre livre que 72% des divorces au Burkina sont en lien avec le téléphone portable. Exactement, j'ai discuté avec des juges. Je crois que vous n'avez pas fini votre question. Oui, l'idée c'était que vous nous expliquiez quel peut être le lien justement entre le téléphone portable et les divorces, les difficultés dans nos familles. J'ai discuté avec des magistrats qui sont chargés des affaires familiales. Ils font de la conciliation et quand ça ne réussit pas, ça peut aller jusqu'au divorce. Et ces magistrats-là me disent, c'est incroyable, depuis un certain temps, nous avons constaté que dans les histoires des conflits familiaux, mais le téléphone est omniprésent. Très régulièrement, soit la personne dit « moi j'ai des preuves » et sort son téléphone et montre des captures, ou alors c'est notre vie n'est plus ce qu'elle était, l'autre personne, l'autre partie est tout le temps sur son téléphone, ne s'occupe même plus de ci ou de ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois le téléphone est cité comme un acteur des conflits, même dans les couples. Et il n'y a pas que ça. Les magistrats, aujourd'hui, lorsqu'ils ont une affaire, quelle que soit l'affaire, le téléphone devient important. Quelle que soit l'affaire. Je donne des cours à l'université dans une filière qui s'appelle droit pénal et sciences criminelles. Dans ma classe, justement, ce sont des magistrats, il y a même eu 2 procureurs, il y a eu des médecins, il y a des commissaires de police. C'est un master 2 à l'université où tout le monde peut s'inscrire, mais il faut avoir un bac plus 4. Dans cette filière, mais on ne parle que de ça. On ne parle à longueur de journée que de l'influence du téléphone dans les enquêtes policières, l'influence du téléphone lorsqu'un juge doit prendre une décision. Quelle que soit l'infraction, le téléphone est utile au juge, le téléphone est utile aux policiers. Le téléphone est utile à tout le monde aujourd'hui dans la sphère judiciaire. Donc, je pense quand même que ce n'est pas le téléphone qu'il faut accuser, parce que le téléphone n'est qu'un outil, c'est l'utilisation et c'est l'utilisateur qui en est plutôt responsable. Parce qu'il y a de bonnes utilisations de la technologie, de mauvaises utilisations de la technologie. Je crois que c'est à nous de décider de bien utiliser cette technologie afin que ça ne reste qu'un outil. Le téléphone, c'est un outil. Avant le téléphone, il y avait d'autres outils. Il y a la voiture, il y a la moto, il y a plein de choses que nous utilisons qui ne prennent pas le pas sur notre vie. Pourquoi nous allons laisser le téléphone le faire ? Parce qu'il est devenu portable, et comme il est portable, il nous rapproche plus de ceux qui sont loin et nous éloigne de ceux qui sont proches. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce téléphone qu'on ne connaît pas ? Vous posez la question, qui es-tu ? On découvre qu'il... disons, il contribue il perturbe nos vies, il fait souffrir les gens. On a parlé de santé, on a parlé de divorce, etc. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire de ce téléphone-là ? Est-ce qu'il faut l'utiliser 1 heure par jour, 2 heures par jour ? Qu'est-ce que vous conseillez à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, par rapport donc à l'utilisation de ce téléphone-là, afin que non seulement ça ne perturbe pas notre santé, mais aussi que ça aide plutôt à nous rapprocher qu'à nous diviser ? C'est vrai, je le dis dans le livre. Le téléphone, nous pouvons réglementer son utilisation en nous autodisciplinant. Déjà, lors de la dédicace, il y a un intervenant qui a dit moi, en tout cas, quand je me réveille le matin, je fais plein de choses avant d'aller vers mon téléphone. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Ah non, moi, dès que je me réveille, je bondis sur mon téléphone. » Mais il y a des gens quand même qui arrivent à faire en sorte que le téléphone ne soit pas
un passage obligé dans toutes les étapes de leur vie, quoi. Et il y a des gens qui n'iront pas à l'église avec un téléphone ou à la mosquée avec un téléphone. Il y a des gens qui n'iront pas à rendez-vous avec un téléphone. Moi, je suis venu ici, je n'ai pas de téléphone. Je ne suis pas venu avec mon téléphone parce que voilà, ça peut sonner à n'importe quel moment, ça peut tout déranger et tout ça. Et je vois que vous aussi, vous n'avez pas des téléphones. Donc, on peut nous autodiscipliner et savoir quand utiliser son téléphone. Et puis surtout se dire que ça ne sera pas la fin du monde si nous n'avons pas le téléphone et si nous n'avons pas certaines informations. Parce que le téléphone aussi, on l'utilise pour aller sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi prennent beaucoup de notre temps. Il y a des gens qui passent 6 heures, 8 heures sur les réseaux sociaux par jour. J'ai fait une petite enquête avec des étudiants. On a travaillé avec des étudiants en communication. Nous avons ciblé les Burkinabés qui sont le plus sur Internet. Et certains sont appelés des influenceurs, d'autres ne se font pas appeler influenceurs, mais ils sont toujours sur Internet et ils réagissent sur tout. C'est-à-dire qu'ils ont en tout cas des avis sur tout ce qui se passe au Burkina Faso, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la santé, quel que soit le sujet, ils ont des avis là-dessus. Eh bien, avec ces étudiants, nous avons scanné le temps qu'ils passent sur Internet pour eux-mêmes écrire des choses, mais lorsque ils vont réagir sur les posts des autres, et à la fin, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils travaillent? Et puis, en regardant, vous voyez bien dans leur profil, ils disent, je suis, je travaille dans telle administration. Ils le disent, les gens disent dans leur profil ce qu'ils font. Et vous vous dites, mais comment ils font pour faire ce travail-là avec ce taux de présence sur Internet? Ils sont vraiment présents sur Internet. Et oui, je pense que les réseaux sociaux, nous pouvons l'utiliser avec sagesse. Le problème, c'est que même nos gouvernements sont influencés par les réseaux sociaux. Si vous suivez l'actualité, si vous suivez ce qui se dit sur les réseaux sociaux, eh bien, vous allez voir que certaines réactions du gouvernement, certains communiqués du gouvernement ont un lien direct avec des choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal? Parce que normalement, un gouvernement a un programme. Vous avez votre programme et puis vous allez rester focus sur ce que vous avez pensé pour le pays. Pourquoi des gens qui racontent des choses, parce que parfois ils n'ont pas tous les éléments, pour apprécier, ils disent des choses et vous en tenez compte pour prendre des décisions. Pourquoi? Donc, les réseaux sociaux non seulement influencent les individus, mais influencent les administrations, influencent l'État, influencent les gouvernements. Je crois que c'est un peu trop. On voit quand même que c'est des Burkinabés qui sont là-bas, ils sont souvent 1 million, 2 millions, voire plus. C'est toujours important de tenir compte de ce qu'ils disent, ça permet de prendre la température aussi de la situation et des décisions qu'on prend en termes d'impact sur ces populations-là justement. Ok, admettons qu'ils soient 1 million. Je ne suis pas sûr qu'ils valent 1 million, mais admettons qu'ils soient 1 million, on est 22 millions de Burkinabés. Est-ce que vous pensez que... parce que parfois, c'est pas des spécialistes. C'est pas des spécialistes qui disent des choses. Parfois même, ils disent des choses sur la sécurité nationale. Parfois, sur le terrorisme. Il y a des spécialistes. Il y a des agences de renseignement qui travaillent sur le terrorisme. Il y a des unités spécialisées qui travaillent là-dessus. C'est pas eux qui sont sur Facebook et qui parlent du terrorisme ou des affaires de l'État. Ce sont des gens que parfois, sur leur profil, son métier n'a rien à voir avec ce dont ils parlent. Donc, je pense que nous devons utiliser tout ça avec sagesse. Voilà. C'est vrai qu'Internet, c'est un outil de liberté.
les réseaux sociaux, ce sont des outils de liberté. Celui qui, avant, n'avait pas voix au chapitre, aujourd'hui, il a voix au chapitre. Ça, c'est une bonne chose. Que tout le monde ait voix au chapitre. Mais est-ce que nous l'utilisons, cette possibilité-là, efficacement? Est-ce que cette utilisation est efficace? Le fait d'avoir voix au chapitre, qu'est-ce qu'on a déjà résolu comme problème en ayant voix au chapitre? Et justement, les réseaux sociaux, comme vous le dites, hein, c'est devenu presque un espace de non-droit qu'il faudrait réguler. Il y a l'œuvre des prédateurs, vous le dites dans votre ouvrage, vous le dites vous-même, il existe des prédateurs sur ces réseaux. Et le but de ces ouvrages est aussi de préparer les enfants à pouvoir se soustraire des prédateurs, de les reconnaître et de pouvoir utiliser ces outils fabuleux sans leurs inconvénients. Mais en même temps, en disant cela, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. On a les fake news, on a la manipulation, on a un certain nombre de choses qui font que justement, il faut faire attention à ce qu'on like, à ce qu'on commente et à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Mais comment faire pour éviter les pièges? Qu'est-ce que vous conseillez là sur les réseaux sociaux pour arriver, surtout dans notre contexte de lutte contre le terrorisme, qu'est-ce que vous conseillez aux utilisateurs de faire pour pouvoir discipliner ou s'autodiscipliner en vue d'un bon usage des réseaux sociaux? Ce que je conseille aux jeunes, c'est que sur Internet, rien ne s'efface. Vous ne pouvez rien effacer sur Internet. Lors de certaines formations, je montre aux gens des informations de sites Internet qui n'existent plus. C'est-à-dire, on remonte à 2005 pour montrer ce qui se disait sur ces sites-là. Alors que le site n'existe même plus. Le propriétaire du site n'a même plus ces données, mais on peut les récupérer sur Internet. Le fait de mettre un message, de regretter 5 minutes après et d'aller le supprimer, ça n'a aucun effet parce que d'abord, il y a des gens qui capturent. On appelle ça la VAR. Vous dites quelque chose et quelques années plus tard, ça vous rattrape. Eh bien, on ne peut rien supprimer sur Internet. Vous êtes jeune. Quand je m'adresse aux jeunes, je leur dis, peut-être que parmi vous, il y a notre futur Premier ministre, notre futur chef de l'État est peut-être parmi vous. Notre futur ministre de la Défense est parmi vous. Sachez que demain, lorsqu'on va recruter quelqu'un, on va confier son dossier à une intelligence artificielle. Ça va venir. Qui va être très efficace pour vous profiler et dire quel genre de personne vous êtes. Tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux, même le temps que vous avez passé sur les réseaux sociaux, ça va sortir dans un rapport. Et ceux qui prennent des décisions vont en tenir compte avant de vous nommer soit ministre, soit directeur. Et dans certains cas, on va vous estimer pas assez sérieux pour occuper un poste. Et tout ça dû à votre identité numérique. Votre identité classique, vous la connaissez, les administrations connaissent votre identité classique. C'est ce qui se trouve sur votre acte de naissance, c'est ce qui se trouve sur votre passeport ou sur votre pièce d'identité, sur votre permis. Ça, c'est votre identité classique. Votre identité numérique est beaucoup plus subtile que ça. L'identité numérique, c'est votre identité classique, plus tout ce que vous dites sur Facebook, tout ce que vous dites sur Internet, encore plus pernicieux, ce qu'on dit de vous. Ce qu'on dit de vous peut être faux, mais ça fait partie de votre identité numérique. Et votre identité numérique, demain, va devenir très important. Dans les 10 prochaines années, pour nommer quelqu'un à un poste, on va chercher une personne qui est numériquement vierge. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de casserole sur le plan numérique. On ne cherchera pas forcément à savoir si c'est vrai ou pas. On va tenir compte de ce qui s'est dit. C'est pour ça que chacun de nous doit faire un travail pour justement éviter que les côtés négatifs de notre identité numérique ne prennent le pas sur les aspects positifs de ce que nous faisons sur Internet.
Serez-vous favorable donc à l'introduction de l'éducation numérique justement dans notre système éducatif, dans nos curricula? C'est une proposition que j'ai faite à tous les gouvernements précédents. Nous avons des lycées scientifiques, par exemple. Ces lycées scientifiques-là, pour l'instant, ce sont des lycées scientifiques, je ne vais pas verser dans la critique, mais on pourrait améliorer l'éducation dans ces lycées scientifiques-là en y introduisant ce qu'on appelle les STEM. Les STEM, c'est sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Ce sont des domaines scientifiques très importants pour être capable de créer, de fabriquer des objets, de créer des objets. L'écran, le téléphone, la voiture, la moto, ça a été créé par des gens qui ont fait des STEM. Et les STEM sont introduits maintenant dans certains pays dès le bas âge. Nous avons créé une association qui s'appelle l'Académie de création et d'éveil scientifique. Nous prenons des enfants à partir de 7 ans et nous leur apprenons ce que nous apprenons aux ingénieurs, mais avec des outils et une plateforme dédiée aux enfants. Vous serez très étonné de voir ce que ces enfants, en 10 jours, sont capables de faire. En 10 jours, sont capables de faire. Donc, depuis quelques années, tous les ministres de l'Éducation nationale, je les contacte pour leur proposer notre aide pour former des enseignants. Par exemple, un jeune prof de mathématiques. En 3 mois, on peut lui ajouter des compétences pour qu'il fasse ses cours de mathématiques différemment. C'est quoi la différence? C'est qu'il n'y aura plus de cancre en maths. Parce que le secret des mathématiques, ce sont les images. C'est-à-dire, lorsque on explique quelque chose à un humain, et lorsqu'il y a des images, ou lorsque le cerveau de l'homme génère des images, on ne les oublie plus ou on les oublie difficilement. Si je vous dis par exemple, la petite fille aux tresses bleues avec son vélo rose est allée chercher son sac. Eh bien, ce que je viens de vous dire là, même dans 10 ans, si on se rencontre et que je vous pose la question, vous allez me la ressortir. Parce qu'il y a des images et l'être humain retient plus les images que les paroles. Dans la communication, lorsque nous parlons à quelqu'un, ce que nous disons ne représente que 7%. Ce que nous disons, la parole, ne représente que 7%. Tout le reste, c'est la tonalité, le ton de la voix, les gestes, le regard et les images qui font tout le reste pour qu'une personne puisse répondre. Donc, les STEM permettent très rapidement à des enfants de comprendre ce qu'on leur explique, notamment les sciences. Et ça, nous n'avons pas inventé, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça existe depuis quelques années et le MIT, Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, depuis plusieurs années travaille là-dessus. Ils ont plus de 2500 spécialistes qui travaillent sur les plateformes dédiées aux enfants pour la diffusion de la science et l'enseignement des sciences. Donc, nous avons intérêt très rapidement, moi je ne dis pas de révolutionner l'éducation, mais d'introduire les STEM dans l'éducation pour que les enfants grandissent en ayant l'esprit de création au lieu d'être juste des consommateurs. Aujourd'hui, nous on consomme. Le iPhone 14 vient de sortir, même les jeunes de 15 ans, ils veulent un iPhone 14. Pourquoi ? Oui, pourquoi tout ça? Et pourquoi on ne surveille pas nos clics et pourquoi on ne fait pas attention à tout cela? Nous acheminons vers la fin de cette émission, mais un petit mot rapide sur la cybercriminalité, puisque le cyberespace, il est à la fois fait de sécurité et de criminalité, les deux faces d'une même pièce. Et donc, en 2021, on a enregistré 2500 plaintes et un préjudice de plus d'1 milliard de francs CFA. Et la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a annoncé d'ailleurs récemment avoir mis aux arrêts un cyberescroc, vous vous en souvenez, un présumé cyberescroc qui avait pour domaine de prédilection
l'escroquerie grâce aux moyens de communication électronique. Et donc chaque jour, on a ces genres d'arnaques et avec des cybercriminels qui font chanter les uns et les autres, en tout cas qui leur font miroiter un certain nombre de choses. Un mot rapide sur cette actualité et pour détourner les jeunes de ce genre de comportement. Effectivement, la cybercriminalité est omniprésente au Burkina Faso et ce n'est pas pour rien que l'État a créé une brigade spéciale pour lutter contre la cybercriminalité. La BCLCC, c'est près de 40 personnes formées pour être capables de traquer, d'interpeller et d'arrêter des cybercriminels, de les présenter aux juges. Donc ça, déjà, c'est salutaire que le Burkina Faso ait créé ces structures-là. Il y a aussi la Commission informatique et liberté qui s'intéresse aux aspects vie privée, données à caractère personnel. Et la CIL, c'est l'une des premières structures africaines. Les autres pays viennent s'inspirer de la CIL au Burkina Faso pour créer des structures similaires dans les pays voisins. Donc, nous sommes pionniers à la matière. L'État burkinabé a aussi créé l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est une agence qui est une sorte de gendarme pour éviter qu'une structure comme la Sonabel nous dise un jour: je ne peux plus vous servir du courant parce qu'on a piraté mes systèmes. Oui. Donc cette structure-là doit veiller à ce que ce qu'on appelle les OIV, les organismes d'intérêt vitaux, soient toujours sécurisés. Et l'ANSSI a les habilitations pour mettre même des amendes aux contrevenants, ceux qui ne protègent pas assez leur système. Parce que si l'ONEA ou la Sonabel sont victimes d'une cyberattaque, c'est pas l'ONEA et c'est pas une entreprise qui a été victime, c'est le pays entier qui a été victime de cette cyberattaque. Donc ces structures existent. Mais la cybercriminalité, tous les jours, dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie, il y a des victimes. Il y a des victimes de la cybercriminalité. Heureusement qu'il y a des structures qui luttent contre tous les jours, mais il y a encore des efforts à faire pour lutter contre cette cybercriminalité qui prend toujours de l'ampleur tous les jours. Malheureusement, la cybercriminalité prend de l'ampleur et malheureusement, le temps qui nous est imparti est également arrivé à son terme. C'est un sujet qui n'est pas épuisé et sur lequel il faut revenir de temps en temps pour éduquer les uns et les autres sur le bon usage du téléphone, des réseaux sociaux et de l'Internet. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la première de la 7e semaine de cette année 2023, marquée par le thème « Attention, surveillez vos clics » avec Younoussa Sanfo. Il est expert en investigation numérique et en cybersécurité, auteur des ouvrages Téléphone qui es-tu et la cybersécurité pour les enfants et pour leurs parents. Merci, Monsieur Sanfo, d'avoir honoré notre convocation. Merci à vous. Merci au juge Younoussa Ouedraogo. Merci, Président. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle que Je voudrais n'a jamais rien fait, j'essaierai à faire de grandes choses, mais je veux a fait des miracles. Et le tribunal de l'actualité veut vous retrouver demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.